Chers téléspectateurs, membres de l'AGENSA, camarades et ingénieurs, c'était un réel plaisir de vous retrouver dans votre nouveau numéro de Parcours de l'agronome, ou plutôt Parcours de l'agroéconomiste vu la conjoncture actuelle des choses. Alors, comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, notre invité est un ingénieur agronome, agroéconomiste de la 14e promotion de l'ENSA, et pas que, il est également responsable régional du programme de gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour le secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE. Un titre très long. Donc, je vais laisser la parole à notre invité, Monsieur Sidi Guéignan, pour qu'il nous parle plus en détail de son parcours professionnel, de son cursus scolaire, et voilà, qu'il nous explicite ce titre kilométrique. Monsieur Sidi Guéignan. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. C'est difficile de parler de soi, mais je pense que à but pédagogique quand même, on peut tracer un peu le cursus. Alors moi, j'ai eu un bac D il y a très longtemps au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque, et après je me suis lancé sur des études en physique-chimie à l'université Cheikh Anta Diop. Après 2 ans avec des grèves à l'université, donc j'ai décidé de faire le concours de l'ENSA. C'est pas par hasard, c'est avec un ancien Adama Touré, un cousin qui était déjà ingénieur agroéconomiste. Donc ça m'a inspiré. Donc j'ai fait le concours et Dieu a fait que je me suis retrouvé à l'ENSA. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Alors après mes 5 années d'études en agroéconomie, je suis allé à Tamba. J'ai travaillé dans une ONG qui s'appelle le GADEC. Et ça m'a vraiment permis les 4-5 premières années de ma carrière professionnelle de me frotter à la réalité. On travaille sur beaucoup de domaines liés à l'agriculture, de l'aménagement, l'hydraulique, le maraîchage, les micro-barrages, les renforcements de capacités de formation. Bref, ça m'a vraiment permis d'acquérir beaucoup de compétences pratiques et également des compétences en management. C'est là où j'ai commencé, après 2 ans, à me battre pour réaliser 100% de la planification avec des budgets de 600-700 millions. Et après 5 ans, je me suis dit, il y avait beaucoup de questions que je me posais, notamment sur les dynamiques sociales. Et j'ai décidé d'arrêter pour aller faire un diplôme d'études approfondies, ce qu'on appelle actuellement un Master 2, en Belgique, où je me suis spécialisé en gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, au retour, j'ai travaillé comme coordonnateur Afrique de l'Ouest d'une ONG belge. Dans 5-6 pays en Afrique de l'Ouest, j'ai coordonné des programmes de sécurité alimentaire. Et après 5 années, j'ai décidé de démissionner et de devenir consultant indépendant. Donc, j'ai eu à faire les premières études de chaîne de valeur en tant que Sénégalais avec l'USAID, le programme croissance économique de l'USAID. Par la suite, j'ai également travaillé pour la coopération canadienne pour les appuyer sur l'accès au marché des bénéficiaires qui sont dans tous les programmes. Après 2 ans de consultation, j'ai décidé de renouer avec le salariat parce que je voyageais beaucoup, je n'avais presque pas de vie de famille. Donc, c'est comme ça que j'ai embarqué ma famille pour aller au Congo, Congo RD, comme responsable de la qualité des programmes pour Oxfam. Alors, c'était une expérience magnifique. Au bout de 3 ans, nous avons réussi à mettre en place le système de suivi-évaluation avec des enquêtes sans papier, avec Kobo Toolbox, c'est les toutes premières générations de Kobo Toolbox. Et j'ai eu la chance d'être parmi le noyau dur, les 5 personnes au niveau mondial qui étaient chargées d'harmoniser tout le système de suivi-évaluation de Oxfam dans le monde. Une expérience magnifique. Et après 2 ans, 3 ans, j'ai eu un autre poste à Oxfam toujours, comme responsable Afrique de l'Ouest des programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle basé à Bamako. Donc, je suis rentré sur Bamako. Et après 3 ans, 4 ans, à accompagner les 11 pays de l'Afrique de l'Ouest, j'ai intégré le système des Nations Unies. J'ai commencé par la FAO au Mali,
où j'étais responsable des programmes de résilience et de sécurité alimentaire. Et après 2 ans, j'ai fait un bref passage toujours à Bamako, au PAM, avant d'aller travailler pour la FAO en Éthiopie, où j'ai fait 4 ans à accompagner le deuxième plus grand programme de protection sociale en Afrique sur la dimension moyen d'existence, sur tout ce qui est lié à l'aspect productif de la protection sociale. Et après 4 ans, maintenant, je me retrouve à l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, notamment au niveau du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, où mon rôle, c'est d'accompagner, de coordonner, je coordonne l'unité de gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, l'idée, c'est d'appuyer l'UMOA, la CEDEAO et le SILS sur l'élaboration, la révision des politiques agricoles et surtout tout ce qui est gestion, disons, de la gouvernance de ces politiques-là. C'est des questions de mise en œuvre, c'est des questions de mise en relation des partenaires, c'est des notes de plaidoyer, c'est l'organisation d'événements de haut niveau avec des présidents, avec des ministres de l'agriculture, des ministres en charge des questions de sécurité alimentaire et tout ça. Donc voilà ma petite expérience de 25 ans. Une petite expérience, c'est un euphémisme, un parcours très très riche et très lourd, j'en ai même la tête qui tourne. Également un parcours très inspirant et qui apporte également une réponse à ceux qui disent que les agroéconomistes ne savent pas parler, parce que comme vous l'avez dit à vos débuts, j'ai travaillé dans le maraîchage, dans les barrages, tout ça. Donc, en tant qu'ingénieur agronome de l'ENTA, quand on sort ingénieur agronome tout d'abord. Et voilà, ça répond à, à ceux qui critiquent notre SP. Alors, comme toujours, nous allons directement attaquer avec notre deuxième question qui concerne la vie sociale et pédagogique de l'ENTA à votre époque. Comment c'était l'ENTA socialement, les études? Bon, que de belles expériences. Franchement, sur le plan social, c'était très bouillant, mais extraordinaire. Nous étions venus 14e promo avec des personnalités d'origine vraiment très différentes. Je me rappelle le Wolof très profond de Cheikh Ndiaye. Souvent, c'est l'actuel DGA du Crédit Agricole qui, qui me, qui me fascinait. Je me rappelle de l'intellect qui est Mbaye avec son français vraiment aussi extrêmement raffiné. Non, c'était des expériences extraordinaires. On a eu des dames extrêmement braves, Fatou Kiné, Jainaba, très disciplinées. C'était pour dire très diversifié, chacun avec sa personnalité, mais où chacun essayait de puiser de l'autre pour s'améliorer en tant qu'être humain. Je pense que c'était vraiment une très belle expérience sur le plan social. Il y avait également les professeurs, c'était vraiment des gens qui étaient disposés à vous accompagner. Je peux parler sans oublier les autres, le docteur Salou Ndiaye, qui me laissait même la clé de son bureau de soir, que je puisse m'initier en informatique, et plein d'autres choses, des collaborations que j'ai eues avec lui avant même de sortir en tant que jeune étudiant, et puis après à tous les aspects liés à, à l'association des élèves ingénieurs, où on a essayé c'est notre promo qui avait initié le champ, je ne sais pas si ça existe toujours. On avait une exploitation agricole d'un hectare qui a été donné, ça c'est parti de notre promo, où on s'est battu pour vraiment relever la caisse de l'amical qui dépassait pas 300 000, on s'est battu une année pour le mettre à 1 200 000. Donc il y avait beaucoup de challenges sociaux, mais de très belles expériences. Sur le plan académique, il n'y a rien à dire, ça était vraiment au top. Et il y avait cette compétition positive entre nous, où vraiment on se battait pour se surpasser, on se mettait ensemble pour réviser. Malgré cette compétition positive entre nous, on se battait pour ne laisser personne derrière. Tu comprends quelque chose, l'autre ne comprend pas. Pour travailler ensemble, vraiment, on se serrait.
Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, Alain, les générations passent, mais l'essence demeure la même. On a l'impression que chaque promotion est plus soudée, plus dynamique que l'autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont nous devons être fiers. Et on comprend également par vos propos que nous devons encourager la concurrence positive pour que tout le monde puisse se dépasser, atteindre de très hauts sommets. Et je suis heureuse également de vous dire que votre combat pour le champ étudiant a été réussi, bien mené, parce que cela continue toujours et voilà, et l'amicale travaille toujours là-dessus. Les élèves ingénieurs travaillent toujours là-dessus. Donc, votre combat est voilà, bien réussi. Nous allons refaire un saut dans votre parcours professionnel et vous demander en fait quel est l'événement qui vous a le plus marqué en fait dans votre parcours, dans votre carrière professionnelle. Je pense que c'est la dimension humaine qui est liée à notre travail, auquel je ne m'étais pas vraiment préparé en rentrant dans le milieu professionnel. Parce que quand vous discutez avec un agro, il te parle de semences, il te parle d'engrais, il te parle d'aménagement hydro-agricole. Il te parle de tous les facteurs de production sauf la dimension humaine. Nous n'avons pas appris à analyser, à observer les réalités des exploitations agricoles et de voir comment apporter des solutions. Même dans notre manière d'analyser et de formuler des mesures ou des solutions politiques, c'est des aspects qui nous échappent souvent. Alors, j'ai eu la chance de travailler pour une grande ONG nationale et je m'étais donné comme sacerdoce chaque semaine de dormir 3 jours sur le terrain où j'étais avec les populations pour comprendre les dynamiques sociales. Et donc, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé et sur lequel les 5 premières années de ma carrière professionnelle, j'ai beaucoup appris, y compris à côté d'animateurs villageois avec qui, depuis 25 ans, on chemine toujours, sport, mais vraiment, c'est des dimensions extrêmement importantes. L'autre aspect toujours lié à ça, c'est la transmission de la connaissance. Donc, je me rappelle, après 2 années de carrière professionnelle, j'ai écrit au comité pédagogique de l'INSA pour faire un plaidoyer pour leur demander d'intégrer les techniques de formation et de facilitation dans la formation. C'est par exemple quelque chose que les étudiants de l'ENEA sont très bien préparés. L'ingénieur agronome qui sort n'est pas tellement préparé. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. La dimension humaine, le client, le producteur, c'est un client. Comment est-ce qu'il faut gérer ces deux choses? Alors moi, je vois par là tout l'intérêt en fait de la spécialisation de l'économie et de la sociologie rurale, parce que l'agronomie c'est pas que technique, c'est pas que voilà mécanique. Il y a l'aspect sociologique, psychologique, humain, comme vous le dites. Et vu également la tendance actuelle des choses, l'avancée technologique, les IA, des choses telles qu'identifier des maladies et tout ça, je pense qu'on n'a même plus besoin de nous pour le faire. Donc vraiment, c'est cet aspect humain, empathique, de pouvoir communiquer avec les personnes. C'est ça qu'on attend le plus de nous, c'est ça qui fera la différence. Ça revient toujours à travers d'autres termes. Donc je pense que les ingénieurs agronomes et les ingénieurs vont également porter attention particulière à cet aspect humain-là. Alors, avant d'attaquer le problème de l'insertion des jeunes. Peut-être juste pour revenir sur ce que tu disais, je pense que c'est extrêmement important parce que c'est un débat qu'on avait eu avant. Nous, on taquinait les PV, on disait, PV, vous êtes les mécaniciens des plantes et nous sommes les banquiers, on va gérer l'argent pour vous. Mais après 3 ans et demi, quand même, vous avez des bases solides. Et l'agronomie, c'est pas une science, c'est un cocktail de sciences. On avait un professeur qui nous disait, vous êtes taillé pour intervenir dans n'importe quel domaine. C'est exagéré, bien sûr, mais pour dire que vous avez des bases fondamentales pour exercer dans beaucoup de domaines. Exercer vraiment dans beaucoup de domaines. Moi, je n'étais pas destiné à travailler sur les questions de protection sociale. Tu vois, j'ai jamais entendu parler de ça avant même de sortir à l'INSA. Les questions de résilience, il y a beaucoup de questions émergentes aujourd'hui sur lesquelles les agros peuvent vraiment se spécialiser. La technologie est là, mais la technologie ne pourra pas remplacer les hommes.
J'ai lu sur le New York Times quelque chose qui m'a vraiment frappé, un professeur qui disait euh, la technologie ne va pas remplacer les hommes, mais les hommes avec la technologie vont remplacer les hommes sans la technologie. Là, il parlait de l'IA, en disant que les hommes avec l'IA vont remplacer les hommes sans l'IA. Mais l'IA ne viendra pas remplacer les hommes. Donc, il y a une façon intelligente de l'utiliser et dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'économie rurale, que ce soit dans la sociologie rurale, que ce soit dans les sciences beaucoup plus pures comme la production végétale. On aura toujours besoin de cette technologie qui nous accompagne. C'est pas pour rien que nous faisons 4 ans, voire même 5 ans de tronc commun. L'ingénieur agronome a plusieurs casquettes. D'ailleurs, quand j'ai appris qu'il y avait un de nos anciens qui travaille à la MESA, un autre qui travaille à l'AIBD, on dit que l'ingénieur agronome peut tout faire en réalité. Alors, j'ai eu la chance de lire vos textes sur les 7 ruptures faites pour atteindre la sécurité alimentaire. Je pense que c'est un texte très riche, mine de connaissances que nous devrions vulgariser et partager. Et ce serait dommage que vous soyez là et que nos téléspectateurs ne puissent pas en profiter. Alors, si vous pouvez juste jeter quelques mots, juste revenir brièvement, parce que c'est très large, donc peut-être le temps ne va pas nous permettre d'aller en profondeur, mais juste voilà, de nous parler de cette rupture que vous préconisez. Oui, en fait, je suis en train de finaliser des illustrations sur le texte que je vais également partager pour une large discussion, parce que je pense que c'est important au moment où je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est le Sénégal 3.0. J'appelle le Sénégal 2.0 le Sénégal de Abdoulaye Wade, avec l'arrivée de Wade au pouvoir, avec beaucoup d'énergie positive, avec beaucoup de choses. Le Wade a décomplexifié le Sénégal, avec les infrastructures, par exemple. Je pense que si on va vers des ruptures très profondes, on est en train de voir la naissance du Sénégal 3.0. Et je pense que c'est important, dans ce moment de bouillonnement intellectuel, de se poser les vraies questions. Et on ne peut pas avoir le même résultat en faisant la même chose. Si on est dans une logique très productiviste, où on parle d'engrais, on parle de semences, on parle d'aménagement, on parle de magasins de stockage, etc. Moi, ça me rappelle la nouvelle politique agricole de Abdou Diouf. C'est le premier document que j'ai lu dans cette bibliothèque qui est derrière moi. C'est une politique qui date de 1984. Quand je suis arrivé à l'ENSA, j'ai ouvert ça et j'ai dit waouh, ça c'est un excellent document. Et la plupart des choses que j'entends me renvoient à ce document-là. Beaucoup de choses ont changé. Les dynamiques qui régissaient la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire sont différentes. Il y a 3 facteurs qui redéfinissent perpétuellement nos systèmes alimentaires et je pense qu'il faut des réponses beaucoup plus profondes. Au-delà de la disponibilisation, en tout cas des bases de la production, ce que je viens de dire, semences, engrais, infrastructures, eau, etc. Il y a d'autres dynamiques qu'il faut considérer, notamment le marché. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui dépendent du marché, même les producteurs. La plupart des producteurs sont des acheteurs nets d'aliments sur le marché. Donc, c'est un facteur extrêmement important. Quelle politique de régulation? Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, il y a des facteurs d'inefficience qui sont invisibles et qui pèsent énormément sur la balance à la fin. Je veux citer tout ce qui est maillon de stockage, de tout ce qui est agrégation, qui aujourd'hui génère énormément de pertes. Parce que c'est des domaines dans lesquels le Sénégal a sous-investi. Donc ça, c'est des domaines sur lesquels il faut vraiment relever le plateau. Il y a tous les aspects liés à la gouvernance. Quel mode de contractualisation des coopératives ou n'importe quelle forme d'organisation pourrait avoir avec l'État? Comment on va gérer la performance? Comment on gère, on canalise les connaissances pour arriver à ça? Quel rôle le législateur doit jouer? Quelles sont les lois sur lesquelles on doit appuyer pour améliorer le financement par exemple. Il y a énormément de choses sur lesquelles je vais revenir
sur la conférence, mais qui me paraissent fondamentales. Et l'autre aspect, c'est tout ce qui est lié à la vulgarisation. Je pense qu'il faut aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire sur les techniques de production, euh, sur comment on fait des aménagements, comment on identifie les insectes et tout. Il faut aller au-delà pour voir tous les aspects qui sont liés à la commercialisation, tous les aspects qui sont liés aux services agricoles émergents, comme tout ce qui est lié à la mécanisation, l'agriculture de précision. Pour tous ces aspects-là, on a besoin d'étendre l'appui conseil par rapport à ça. Mais le plus important, pour moi, la plus grande rupture, c'est comment on passe d'une vision d'économie agricole à une vision d'économie alimentaire. La vision alimentaire est beaucoup plus large que la vision agricole. Ça dépasse le champ et ça englobe toute la chaîne de valeur et ça va jusqu'à la restauration hors domicile. Et si dans la planification, nous inversons la logique en partant de l'alimentation pour aller vers l'agriculture, on aura déjà gagné énormément de choses en termes d'efficacité, d'efficience et d'innovation à apporter pour faire les vraies ruptures. Manque de connaissances, comme je vous l'avais dit. J'en ai le souffle coupé, mais vous auriez pu continuer si ce n'était la contrainte de temps. Et je pense qu'après, vous allez partager avec nous le document pour qu'on puisse vraiment relire ça, être reposé et pouvoir assimiler vraiment et profiter de votre expertise. Qui parle de sécurité alimentaire, ça a pour but le développement, qu'un pays va se développer, bien n'est développé s'il n'a pas atteint sa sécurité alimentaire. Et qui parle du développement également, on va devoir parler de l'employabilité, du travail des jeunes. Et aujourd'hui, c'est un réel problème, l'insertion des jeunes. Et de plus en plus d'ingénieurs nous interpellent par rapport à ça. Alors, j'aimerais vous demander de faire une petite analyse sur le problème de l'insertion des jeunes. Ce problème, je pense qu'il y a. Également donner des conseils aux jeunes ingénieurs sortants, mais également aux élèves ingénieurs. Ouais. C'est un domaine sur lequel je ne suis pas très bien qualifié, je l'avoue. Mais hier, j'ai eu une discussion intéressante avec un de mes promotionnaires, le directeur général adjoint du Crédit Agricole, de la Banque Agricole, Cheikh Ndiaye. Et dans la discussion, il me disait à un moment, est-ce que tu sais que le Sénégal importe des concombres alors qu'on en produit énormément à Ziguinchor, dans le sud du pays, et la plupart n'est pas commercialisé parce que soit les gens ne le connaissent pas, parce que c'est pas orienté. Pour dire qu'il y a énormément d'opportunités. Il y a énormément d'opportunités. Ce qu'il faut, c'est comment est-ce qu'il faut accompagner cette jeunesse, surtout qualifiée, à vraiment saisir toutes ces opportunités-là. Moi, je pense que il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens. Et un jeune qui sort, qui n'a pas d'expérience, a besoin d'être accompagné, a besoin de capital, a besoin d'avoir accès à un certain nombre de ressources pour se positionner comme un auto-entrepreneur, ou bien il peut être accompagné pour travailler dans les entreprises. Ce qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est que l'agriculture ne pourra pas absorber tout le monde. On pourra absorber les jeunes qualifiés, je pense, qui sont destinés à travailler dans le secteur agricole, les ingénieurs, les techniciens supérieurs, les ouvriers agricoles qui travaillent dans le secteur. Ils pourront trouver des occupations dans ce secteur-là, mais pour autant, je ne suis pas sûr par rapport à toute la jeunesse sénégalaise. Ouais, je pense que c'est une question que je vais aborder tout à l'heure d'ailleurs, parce que il y a un mythe derrière le fait que l'agriculture peut absorber tous les emplois. Moi, je ne suis pas sûr. La réalité historique a montré que lorsque vous augmentez la productivité, la main-d'œuvre dans le secteur agricole. Et vous allez voir peut-être dans quelques années, des secteurs qui sont en aval de la production peut-être vont employer plus de personnes que l'agriculture. Parce que si vous intensifiez 10 hectares où vous avez besoin peut-être de 3-4 personnes qui vont travailler dessus, ben, tu auras suffisamment de production pour que les gens puissent travailler dans le tri. Les gens vont travailler dans l'emballage, ils vont travailler dans le transport primaire, etc.
Et ça, c'est la tendance historique qu'on a vue dans beaucoup de pays, notamment dans les pays développés. Mhm. Alors, une analyse très pertinente et intéressante, comme il a dit, l'agriculture ne peut pas absorber tous les jeunes Sénégalais, donc faut également diversifier en fait les tentatives et les directions. Je pense même que c'est un signe de développement d'avoir peu de gens qui travaillent dans le domaine agricole et que ça génère plus de revenus parce qu'il y a d'autres secteurs également qui ont besoin de ces jeunes-là. Donc vraiment diversifier les directions et les tendances. Alors, nous n'allons pas plus abuser de votre temps. Nous allons en venir au moment que je préfère dans cette émission. Voilà. C'est le moment où je vous demande de nous raconter une anecdote ou des anecdotes. C'est selon vous. Voilà, durant votre parcours à l'ENSA. Ok. Alors, j'étais une fois à la salle informatique et il y a une promotionnaire qui est arrivée, qui a mis sa disquette. Je ne sais pas si vous connaissez les disquettes. C'est les ancêtres des clés USB. Okay. Avant, c'était comme des disques compacts, Des CD. mais carrés, pas des CD, c'était carré. Okay. Voilà, donc il fallait mettre la disquette pour travailler et puis enregistrer son travail. À la fin, elle finit, puis elle appuie sur le bouton pour sortir la disquette, disons la clé USB. Je dis attention, il y a un virus sur cette machine. Donc, vous ne pouvez pas toucher la disquette. Imaginez un clé USB, je vous dis, il y a un virus, attention. Il faut chercher un papier mouchoir pour le tenir parce que c'est dangereux de le tenir. Elle m'a cru, elle est allée chercher un truc, elle a pris ça comme ça, elle marchait, les gens disaient, qu'est-ce qu'il y a? Attention, il y a un virus. Et ça a vraiment fait marrer tout le monde. Assez cocasse, vraiment. Écoute, cette personne est très crédule, hein, mais j'avoue que peut-être que je me serais laissé prendre également. Alors, nous en arrivons au terme de notre émission. J'avoue que je n'aurais même pas aimé que ça sonne parce que c'est un plaisir de discuter avec vous. Alors, je vous laisse dire vos mots de la fin de votre moment. Ouais, bon, pour vous remercier hein, de m'avoir invité, c'est toujours pour moi une occasion de faire un pèlerinage à l'ENSA. Donc, ça a été pour moi, en tout cas, un bon moment. J'ai pris le temps, dès mon arrivée, d'aller visiter les 4 chambres, les 3 chambres que j'ai eu à occuper à l'ENSA et discuter avec les étudiants. Et vous encourager aussi. Je pense que ça montre aussi tout le dynamisme. Nous, on n'avait pas toutes ces idées que vous avez maintenant de vous connecter avec les anciens, d'organiser des choses, de faire des animations scientifiques. Ça montre vraiment qu'il y a une très bonne dynamique, que le flambeau est également tenu vraiment très haut. Je voulais vous féliciter et vous remercier par rapport à ça. Et vous dire aussi que il faut saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Prenez le temps d'étudier, de vraiment bien étudier. Et lorsque vous allez commencer à travailler, de le faire avec le cœur. Vraiment le faire avec le cœur. Si vous êtes consultant, qu'on vous paye pour 10 jours, c'est pas grave. Si vous devez travailler 20 jours pour rendre un excellent document, faites-le. Parce que c'est ce travail-là qui fera votre promotion, qui vous vendra auprès d'une autre personne. Si vous occupez un poste, je vous donne également vraiment les mêmes conseils. Battez-vous pour l'excellence, le reste, ça va bien. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir de discuter avec vous. Alors, pèlerinage à l'ENSA, cela montre l'importance qu'a notre mère ENSA dans le cœur de ses élèves, de sa famille, si je peux le dire. Et c'est même comme ça que je dois le dire. Alors, ceci met fin à notre émission. C'est un réel plaisir d'être avec vous, comme je l'ai dit tantôt. Nous remercions notre invité, M. Sidi Guéignan, de la 14e promotion de l'ENSA, agroéconomiste. Alors, je vous donne rendez-vous à notre prochain numéro de parcours de l'agronome. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager. Merci beaucoup. Au revoir.